Je n'écris pas dans ma langue maternelle. Le français n'est pas ma langue maternelle. Je ne parle ni ne comprends le télougou, la langue de ma mère. Et le créole, qui est ma langue maternelle, n'est pas ma première langue d'écriture. Je ne voulais pas me relancer dans l'éternelle rengaine à propos de la langue maternelle. Je suis fatiguée de ce besoin de me disculper en permanence comme d'un crime, de me trouver des alibis alors qu'il n'y en a pas, de négocier ma présence en écriture de langue française. Et encore, quand je dis disculper, quand je dis alibi, c'est le plus souvent face à moi-même, car les questions des journalistes ou des critiques à ce propos ne m'importent pas vraiment. Mais je sais que lorsque j'aborde cette question de front, quelque chose me retient, m'angoisse. Je sais que mes yeux évitent ce miroir-là, que le malaise est là, perceptible. Français, créole, télougou, toutes ces langues sont des ombres qui me narguent, des lumières qui m'éludent. Aucune ne m'appartient en propre. J'ouvre la bouche et je sais que ma véritable langue, c'est le silence. Ananda Devi, ma vie avec Joséphin, dans L'inconscient et les langues. Canne à sucre et préjugés. Ce texte d'Ananda Devi m'a beaucoup touchée parce qu'il me semble qu'à Maurice, nous sommes en permanence dans ce paradoxe. Nous ne parlons ou n'écrivons jamais dans la bonne langue, celle qui nous rendrait pleinement légitimes, celle qui nous appartient entièrement, celle qui nous permettrait de nous exprimer et de manœuvrer avec aisance dans ce pays multilingue qui est le nôtre. Nous vivons tous à un moment ce malaise, celui de ne pas maîtriser parfaitement, voire pas du tout, une des langues en présence dans notre pays. Chacun de nous doit vivre avec cette absence, ce manque de langue. Et nous devons sans cesse composer avec le regard de l'autre, ce regard inquisiteur qui vous dit que vous n'avez pas utilisé la langue qui convient ou que vous ne l'avez pas utilisée correctement. Je m'arrête dans la rue pour demander mon chemin. Mon instinct me dicte de m'adresser à mon concitoyen en créole, puisque je parle aussi le créole. Mais le monsieur en face me répond en français. Et je comprends que cette langue ne convient pas à la couleur de ma peau. Une autre fois, m'adressant cette fois en français à un ami artiste qui, je le sais, maîtrise parfaitement cette langue, je me suis vue répondre en créole parce que la langue est marqueur de notre identité mauricienne et que se parler en français est vécu presque comme une offense à cette identité. Je ne suis pas une bonne mauricienne si je ne parle pas le créole. Et nous ne parlons là que du français et du créole. Il y aurait encore sans aucun doute de nombreuses anecdotes à raconter sur l'anglais, le hindi, le bhojpuri, le marathi, l'ourdou, le télougou. Bref, la diversité des langues à Maurice est impressionnante et la place qu'occupe chacune d'elles dans notre paysage linguistique éclaire notre société, ses composantes, ses failles, ses problématiques identitaires. Dans son livre « L'île Maurice des langues et des lois », le professeur Arnaud Carpouran écrit « D'où vient cette place démesurément importante qu'occupe l'ethnicité dans toute question relative aux langues à Maurice, et cette impression qu'il existe un lien inévitable entre l'évocation des droits linguistiques et la question d'appartenance ethnique. Pour répondre à cette interrogation, il faut remonter dans l'histoire de Maurice et les politiques de langue adoptées au cours de celle-ci. Mon enquête m'amène d'abord à échanger autour de moi, dans mon entourage proche, notamment avec mes collègues au travail, puisque nous n'avons pas tous la même langue maternelle et que leurs avis me donnent à réfléchir. Je travaille avec Doriane Letourdi depuis 2 ans maintenant. Nous sommes assises côte à côte tous les jours. Nous nous parlons en français depuis le début de notre collaboration. Une langue qu'elle maîtrise parfaitement et qu'elle semble avoir fait sienne, même si je sais que sa langue maternelle est le créole. Lorsque je lui pose la question de son rapport aux langues, je reste ébahie par la franchise et le tranchant de sa réponse. Anglais en avant, parce que normalement, tout facture que nous recevons, tout démarche qu'il nous fait, il est en anglais. En fait, avant, mon participant comprend qui fait, après, mon comprend, c'est anglais comme si pour moi, il est plus fort. C'est une langue vraiment, il est plus fort. Donc, là, après second, il vient français. Et après, au dernier, il vient créole. Ben, comment me dire, moi, me trouve, comment moi, la peau noire, c'est-à-dire créole, nous en bas, ban là, je la peau blanc, je là-haut.
C'est comme si ça qui m'en apprend depuis petit, m'en apprend ni comme ça, m'en connaît ni comme ça. Plus important, par exemple, je donne un exemple. Si jamais moi, personnellement, j'ai une démarche pour faire, et si me téléphoner pour dire que je suis mon madame intel, etc., mon envie tel démarche, tel détail ou je sais pas quoi, me remarquer moi, si mon cause créole, il prend beaucoup de temps, ou soit, là, capable de dire moi au bout du fil, je pourrais appeler moi après, etc. Mais si mon cause français, parce que la personne au bout du fil, je ne pas connais moi, je t'en dis la voix, mon remarque ça plusieurs fois si mon cause français, je plie, donne-moi un détail qui est important, comme si je plie, prends-moi compte là. Et ce qu'on dit, comme on a des démarches pour faire au téléphone, mon cause français direct même, et mon démarche fait plus vite, mon détail fait, je te rappelle moi. Nous bizarre apprendre français et anglais dans l'école, mon apprendre lire. Et il n'est pas si en pratique du tout, parce qu'avant, je travaille dans l'école française. Mais maintenant qu'il travaille dans l'école française, donc tous les jours, je cause français. L'anglais, comme si apportait une qualité d'immun, surtout ban blanc. Parce que c'est autres langues, ça. Mes échanges avec Doriane me permettent de comprendre que quoi que je fasse, que je la maîtrise ou pas, la langue créole, dans l'imaginaire d'une bonne partie des Mauriciens, n'est pas ma langue. La langue aurait-elle donc une couleur? Je comprends grâce à cet échange très ouvert à quel point la langue est marqueur d'identité ethnique à Maurice. Même si Doriane maîtrise parfaitement le français, qu'elle semble se l'être appropriée, ce n'est pas sa langue, selon ses propres paroles. Elle le dit avec aplomb. Pour elle, le créole est la langue des Noirs, le français la langue des Blancs. C'est ce qu'elle a appris. J'ai donc voulu comprendre ce qui se joue dans un discours aussi catégorique. J'ai voulu savoir comment et pourquoi ce que nous devrions voir comme une immense richesse, une possibilité d'ouverture à d'autres mondes, est encore une fois source de séparation, voire de ségrégation. Pour répondre à mes interrogations sur le sujet, je rencontre le professeur Arnaud Carpouran, doyen de la faculté de Social Sciences and Humanities à l'Université de Maurice. Alia et moi nous perdons dans les couloirs de l'Université de Maurice, pour arriver enfin dans le joli jardin ensoleillé de la faculté de sciences sociales. Arnaud Carpouran nous conduit dans son bureau. Moquette, lourd rideau tiré, un cadre idéal pour enregistrer. Auteur du livre L'île Maurice des langues et des lois, dans lequel il apporte un éclairage sur les différentes politiques de langue à Maurice depuis la colonie, Arnaud Carpouran prend le temps de répondre à mes questions et de m'éclairer dans un premier temps sur les paroles de Doriane. Je comprends derrière cette phrase qu'on parle beaucoup plus de hiérarchisation sociale plutôt que de couleur de peau. Et que la hiérarchisation des langues, en réalité, c'est une hiérarchisation de positionnement socio-économique qui, dans notre pays, est associée souvent à ce que j'appelle une logique de pigmentocratie. Plus on est blanc, plus on est haut placé dans la structure sociale. Et donc, la question ethnique à Maurice, en vérité, cache la stratification sociale, ce qui fait que à beaucoup d'égards, à Maurice, on devrait plutôt parler d'ethnoclasse plutôt que d'ethnicité, qui est très réducteur, puisque à certaines catégorisations ethniques est associé de manière très étroite un positionnement socio-économique. Donc, dire que c'est la langue des Blancs, moi, ce que j'entends, c'est la langue des puissants, de ceux qui ont le pouvoir économique, de ceux qui incarnent la réussite sociale, de ceux qui incarnent les gens qui appartiennent à des strates sociales les plus élevées, et noirs, c'est en dessous. Donc, nous sommes en train de parler d'une stratification sociale dans un pays qui est aussi multiconfessionnel, multiculturel, multilingue, et on a souvent tendance à réduire à une seule catégorie la différenciation, alors qu'elle est beaucoup plus complexe que cela. Et c'est notre héritage, le fait d'avoir été colonisé par des puissances coloniales européennes, associées donc à une couleur de peau spécifique, et les peuples colonisés, réduits en esclavage ou indentured, ils sont engagés, n'appartiennent pas à ce même ensemble phénotypique. Et donc, à cette stratification à laquelle on associe une espèce de la pigmentation, il y a tout ça qui revient.
nous ne sommes pas sortis complètement de notre héritage colonial. Donc, tout ce qui connote européen, occidental, tout ce qui est culture française, anglaise ou tout le reste, ça sera forcément obligatoirement bon, bien, même si on sait qu'il y a du mauvais aussi, mais on intériorise cela. Tout ce qui est nous, local, tout ce qui est produit ici, par les non-occidentaux, non-blancs, même si c'est bien, ça peut jamais être aussi bien que l'autre. Il y a toujours un petit truc à améliorer. Le français, je parle français, oui, mais c'est un français mauricien. C'est pas un français français. Ça veut dire que... Et même quand on dit français mauricien, oui, mais c'est pas le français des Blancs. C'est un français mauricien. Et entendons, quand on dit français mauricien, il y a différentes strates de variétés de français mauricien. Et là encore, on retrouvera la hiérarchisation, le français des Blancs, puis le français des gens de couleur. Puis on va descendre, et puis il y aura un français qui est moins légitime, moins reconnu. Et ça va s'accompagner de cette logique de pigmentocratie ici, alors même qu'on va comparer le français des Blancs ici au français des Français et qu'on aura un regard un peu particulier. Ouais, mais le français des Blancs, c'est pas exactement... Mais en même temps, comparé aux autres Français ici, c'est quand même un autre Français. Parce qu'il est légitime, parce que c'est la langue native de certaines catégories. Et il y a tout un travail à faire de décolonisation du mental. Et la décolonisation politique, elle est facile. C'est un acte. La décolonisation de l'esprit, de l'intérieur, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Cette hiérarchie entre les langues et même entre les différentes manières de parler une même langue est très présente à Maurice. Et notre perception de l'autre change en fonction de la langue qu'il parle et de la manière dont il la parle. Lors de mes échanges avec ma collègue Chloé Edouard, celle-ci m'affirme « Dimoun bizarret gain honte cause créole ». L'île Maurice catégorisé par rapport à la langue que tu parles, te cause créole. Là, nous trouvons une créole, mais alors, même si tu as une... Bon, quand on dit créole, on peut dire qu'on a la peau noire, cause français, ben là, nous trouvons dans le teuil, de différent. Là, tu montes en grade dans l'échelle sociale et nous pouvons faire ta spéculation, nous pouvons trouver différemment, nous pouvons dire peut-être, c'est une monde bien éduqué. Déjà, c'est une bonne chose, mais n'empêche qu'ils sont allés encore plus loin. Ils se disent, mais peut-être il y a une tacasse. Il n'y a pas une créole comme les autres créoles là. Qui cause créole, ça n'a pas éduqué, cause français, cause anglais. Et là, se trouve-toi d'une autre manière. Tu peux avoir l'avantage de peu importe que tu passes, qu'il y ait au niveau social, qu'il y ait au niveau professionnel, même personnel aussi. Tu as plus d'avantages qui m'a créole, qui peut cause créole, parce qu'il a nous trouve-toi différemment. Te dégrader, comment tu cause créole, te dégrader. Comment tu cause un français, encore si c'est bien parlé, l'anglais, mais là, nous trouve-toi différemment. Langage créole, langage soleil. Qui souffle, molécaire, caresse, moléco. Langage créole, langage fraisseur. Dans la pluie l'hiver, quand Claude et Lisou tordaient, pareil. Langage créole, langage la mer. Pareil, bonne vague qui jamais arrêté, qui continue, beau temps, mauvais temps. Langage créole, langage divin. Ça même qui rase feuilletol quand éclaire, éclorase, crasé. Langage créole, langage épices, qui fit la langue et qui fait rappel vieille grammaire. Langage créole, langage rougaille, qui trouve sa beauté dans le mélange qu'il a dans toutes circonstances. Langage créole, langage piment, jamais pour connaître sa puissance, même s'il y a encore bien tal. Langage créole, langage coucou. Ce délour rafraîcit l'écho, l'eau
Roscari arrange la bouche. Langage créole, langage révolte. L'ité pousse l'existence d'ybouter dans l'unité. Vous venez d'entendre la voix de Daniela Bastien avec son morceau Langage créole. Daniela est une artiste issue de la classe ouvrière. Elle a une double formation de lettres et d'anthropologie à l'Université de La Réunion et enseigne les langues à temps partiel à la MCCI Business School. Elle a également travaillé au Mauritius Institute of Education en tant que formatrice pour les futurs enseignants du créole mauricien dans les écoles. En 2017, elle souhaite se rapprocher de la classe ouvrière et sera Happiness Manager dans une imprimerie. Cette expérience lui permettra de comprendre l'importance de la langue dans les stratégies de l'entreprise. Avec Mind On, boîte de consulting créée en 2020, elle anime des ateliers majoritairement en créole mauricien, auprès des ouvriers notamment. Son parcours la place comme une personne passerelle entre la classe ouvrière et le management de l'entreprise. Et la question de la langue est souvent au centre de sa pratique. Sa compréhension des problématiques liées aux langues à Maurice ont fait d'elle une collaboratrice privilégiée dans la réalisation de cette émission. Elle nous explique ici la notion de diglossie. L'extrêmement intéressant, c'est que le professeur Onokor pourra dire. Il explique de manière colonisation française, administration britannique, et ensuite une vague de travailleurs engagés dans le 19e siècle. C'est une situation spécifique pour Maurice. Et aujourd'hui, en fait, avec toutes ces histoires-là, nous avons un langage qui, en gros, peut la guerre de place. Dans ce contexte qui nous appelle conflit linguistique, qui nous retrouve un terme qui, les linguistes appellent diglossie. Qui était diglossie? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a le même territoire, il y a plusieurs langages, et que là, nous avons un langage qui, dans les celles plus bons à moins bons, dans les celles-là, nous avons un langage qui plie là-haut, et un langage qui est en bas net. Dans le système mauricien, quand nous parlons diglossie, qui langage qui plie là-haut? Mais c'est anglais parce que, de facto, langue anglais, c'est une langue officielle. Ça veut dire nous pouvons servir dans la cour, nous pouvons servir dans l'administration, aussi nous médium l'enseignement. Après, nous avons français. Et puis en bas, nous avons créole mauricien. Là, entre sa langue haute, l'anglais là, et créole, nous avons tout un langage qui est dans Maurice. Donc, quand nous pécons diglossie, nous pécons aussi une intériorisation. Nous finissons intérioriser qui dans telle place ou telle place, nous pas capables cause créole. Ou nous pas capables cause anglais, ou nous pas capables cause français. La diglossie est un concept sociolinguistique qui permet de comprendre comment s'est construite, et j'insiste sur le mot construite, une hiérarchie entre les langues à Maurice. La diglossie se construit donc au cours de l'histoire par l'apport des différentes populations et la hiérarchie entre ces populations, mais également et surtout à travers des choix politiques en matière de langue. Arnaud Carpouron raconte la genèse des conflits linguistiques dans notre jeune histoire mauricienne. Avant l'arrivée des Anglais, il n'y a aucun conflit linguistique à Maurice. Les populations qui sont là sont d'origine française, les occupants, les colons, et puis d'origine africaine, indienne, malgache, et puis les autres aussi, ceux qui venaient d'autres régions ou qui étaient de passage. Chacun fait ce qu'il veut. Et on n'a pas souvenir de querelles linguistiques. Il n'y avait pas de raison, puisque le blanc était le tout-puissant. La langue française était la langue dominante, que personne n'est questionné. Et comme les francophones mauriciens étaient en sécurité linguistique, ils pouvaient pratiquer toutes les autres langues sans problème. Il n'y avait aucune raison pour que la langue soit marqueur de quoi que ce soit. Quand les Britanniques débarquent, il y a l'article 8 de l'acte de capitulation, qui se lit ainsi, je crois, les habitants conserveront leur religion, loi et coutume. Et dans coutume, on va comprendre que ça signifie langue aussi. Et pendant 20 ans, et c'est assez étonnant que de 1810 jusqu'à 1830, la langue de l'administration à Maurice est la langue française, pas britannique, en raison de cette interprétation juridique de l'article 8 de l'acte de capitulation. On continuera à fonctionner à Maurice en langue française pendant 20 ans après l'arrivée des Britanniques. Ce n'est qu'en 1831 où il y a un certain Lord Goderich, secrétaire d'État, qui commencera parce que
entre 1810 et 1830, il y a toute une génération qui est passée, et les nouvelles générations qui sortent de la Grande-Bretagne pour venir ici ne sont pas à l'aise avec la situation d'avoir à travailler avec la langue française. Et il y a des revendications, nous sommes les occupants, pourquoi? Et donc, progressivement, l'anglais commencera à devenir la langue de l'administration, mais pas imposée par la loi, plus par la pratique. 1830, 31. Et ensuite, progressivement, comme les documents commencent à devenir de plus en plus en anglais maintenant, plutôt qu'en français, ça va gagner la rédaction des lois aussi, dans les années 1840, et ensuite les cours de justice en 47. Et donc, c'est progressivement que c'est arrivé. Et les Français, donc les colons français, à partir de l'instant où les Britanniques vont commencer à angliciser la vie publique, vont commencer à résister. Et là démarre le premier conflit linguistique entre occupants administratifs, anglophones, anglophiles, et les colons qui, à partir de ce qui leur avait été garanti dans cet article 8, diront « on est en train de se jeter de nous ». Et là démarre la première guerre linguistique, en parenthèse, entre Britanniques et Français. Et ça va durer pendant près d'un demi-siècle. Et quand les immigrants indiens débarqueront, après l'abolition, dans les années à partir de 1840, comme ils viennent aussi avec leur langue, il va y avoir d'autres positionnements. Les langues vont commencer à devenir marqueurs d'identité. Déjà, ça l'était anglais-français. La langue créole était déjà la langue des esclaves, des anciens esclaves, ne représentant aucun danger. Mais quand les langues indiennes débarquent, là, ils se posent des questions. Dans quelle langue va-t-on enseigner les enfants des immigrants indiens? Donc, à un moment donné, les langues commencent à être associées à des gens. Et l'arrivée des immigrants indiens, selon qu'on soit tamoul, telugu, marathi, peut-être pas bhojpuri pour la plupart, ça commence à devenir un élément d'identification. Et le créole va devenir, pour beaucoup d'immigrants indiens, une langue intermédiaire entre leur langue et le français, qui est la langue de ceux qui ont le pouvoir. Et comme le créole est aussi une langue qu'on utilise en ville et que la plupart des immigrants indiens, au début, habitent en région de campagne, il va y avoir aussi ce phénomène de diglossie entre langue des villes et langue de la campagne, entre créole et bhojpuri. Et donc, quand on voudra aller en ville, il va falloir apprendre à parler créole. Et le créole va bénéficier d'une situation où, d'une langue honnie, méprisée par rapport aux autres langues de prestige, anglais, français, et même les langues de prestige indiennes, par rapport au bhojpuri, considéré comme la langue des villages, des campagnes, le créole devient une langue de prestige pour quand on va en ville ou alors quand on veut connaître une mobilité sociale associée à l'urbanisation.
Alors qu'à un moment donné, la majorité des Mauriciens, pour les Bhojpuri, vu le nombre de ceux qui sont venus, au début, oui, mais après, très vite, avoir accès à la langue française, à la langue anglaise, et devenait des moyens de sortir de sa situation, de connaître la mobilité sociale. Et le créole était souvent un passage obligé pour aller vers. Et donc, le créole a connu, dans la logique diglossique, par rapport au Bhojpuri, des avantages qui ont fait que, assez rapidement, en moins d'un demi-siècle, la plupart des Mauriciens parlent le créole. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu la langue nationale de facto. Il y a eu tous ces éléments, mais aussi par la proximité avec la langue française. C'était pas si compliqué quand on comprenait un peu le français de comprendre le créole. Et c'était pas trop compliqué quand on comprenait le créole d'apprendre des mots français. Et à un moment donné, la situation s'est mise en place d'elle-même. Pas forcément facteur d'ethnicisation, mais plutôt que facteur de mobilité sociale pour les deux langues européennes. Mais après, progressivement, pour le biais de l'école, quand on va insister, beaucoup d'intellectuels, parmi Siusagar Ramgoolam, pour que les langues indiennes soient également enseignées, ça va déboucher sur une autre forme d'ethnicisation, cette fois-ci par le biais de l'école. Parce qu'il va être assez rapidement compris que telle langue sera étudiée par telle personne dont les ancêtres sont venus d'une région où on parlait cette langue. Et ça continuera ainsi, sauf pour le groupe des enfants créoles qui, eux, n'ont pas de langues ancestrales, puisqu'ils sont issus d'un mélange de tellement de choses, et que le créole finira par devenir, par défaut, la langue d'identification des créoles. Et comme le nom de la langue correspond aussi au nom du groupe, ça sera facile de faire l'association. Même si dans les faits, cette association n'est pas aussi étroite qu'on le croit, puisque le créole est aussi la langue de tous les Mauriciens. Et donc, aujourd'hui, le créole est enseigné dans les écoles, aussi bien comme la langue identitaire d'un groupe qui n'en avait pas, mais aussi c'est la langue de tous les Mauriciens. Et le facteur le plus objectif, c'est le second facteur, c'est la langue de tous les Mauriciens. Et le système éducatif est confronté aujourd'hui à devoir enseigner dans le même créneau horaire des langues dites ancestrales, mais dans le même créneau, il y a une langue considérée comme ancestrale, mais qui est aussi la langue de tout le monde. Langue d'un groupe, langue de tous. Ce paradoxe est au cœur de l'enseignement du créole dans les écoles mauriciennes. Arnaud Carpouran m'explique que lorsque l'enseignement du créole a été introduit dans les écoles, elle l'a été au même titre que les langues dites ancestrales. Le créole, qui est pourtant la langue de tous les Mauriciens, qui est notre langue nationale, est enseigné sur le même créneau horaire que le hindi, le mandarin, le tamoul, l'ourdou. Cela signifie que les élèves doivent choisir d'étudier une langue dite ancestrale, comprenons par là issue du pays d'origine d'un groupe, ou le créole, qui est dans les faits la langue de tous et qui est né sur le territoire mauricien. Cela participe à ethniciser encore davantage la langue créole. Daniela me raconte un incident à ce sujet qui, il me semble, est pertinent si l'on veut comprendre les problématiques identitaires qui découlent de cette situation. À un moment, professeur Carpouran relève ça clair, qu'il disait que dans Maurice, langage créole, il y a à la fois ce qu'on appelle un ethnonyme, ça veut dire qu'il désigne une ethnie, et il y a un glossonyme, ça veut dire qu'il désigne une langue. Quand nous parlons créole mauricien, souvent nous disons qu'ils appellent les mauriciens. Mais quand nous parlons créole mauricien, nous pouvons faire référence symboliquement à langage qui est créole causé. Et qui s'en a créole dans Maurice? Un autre grand débat. Donc, quand créole mauricien rentre dans le cursus scolaire, il n'y a pas de nouveau la piste réflexion qui nous capable de gagner. Qui manière, en fait, nous ethnicise un langage à travers l'école. Mon vie partage des 3 anecdotes autour de sa question identitaire là. Moi, je suis professeur dans MAI pour former un professeur primaire pour créole mauricien. En 2011, il forme premier batch qui amène pour l'entrée en 2012 dans l'école. Dans le commencement même 2012 ou 2013, il y a un élève, une madame en fait, qui vient après classe et moi, est-ce qu'il est capable de causer?
J'ai dit ok. Et il disait moi, vous connaissez, me marie mal à l'aise en fait, me mal à l'aise parce que tous les élèves appellent moi Miss Créole. Ça, c'est quelque chose qui première fois me tendait là, hein, qui quand un futur professeur vient soulève ça, et moi, me senti moi mal à l'aise, qui est capable de dire moi pour qui me senti moi bien et qui me en fait me a un problème, me senti qu'il dérange, il pas dérange moi mais il disturbe moi quoi. Qui ben appelle moi Miss Créole alors qui moi une musulmane, alors qui me porte le voile et surtout qui dans la rue me croise mon bons élèves dans la rue, dans le bazar, dans le supermarché, etc. Et je dis ah mamie me bien présente toi mon Miss Créole. Et là en fait ça me permet moi aborder une question essentielle à un futur professeur en langue créole parce que créole mauricien il rentre dans l'école comme une langue ancestrale nous bizarre pas oublier. Là, sa question identitaire, là, c'était une leçon, une des meilleures leçons qui m'ont capable de gagner dans un moment qui m'a typé travail dans MRI, parce qu'il vient disrupter quelque chose qui est extrêmement sensible. C'était l'occasion pour moi de donner sa stand idéologique, donc, qui veut dire une langue maternelle. Au-delà, sur l'aspect administratif et politique, qui créole, il rentre dans l'école. Même créneau aurait acquis les autres langues, hindi, oudou, tamoul, marathi, etc. Mais donner un stand idéologique à sa professeur qui pas considéré par la société comme un créole. Alors, ce qui est un professeur une autre langue ancestrale, issu de comment dire, ce langue ancestrale pour hindi, pour oudou, pour tamoul, pour marathi, pour telugu. Et qui manière en fait nous donne l'importance à sa bonne professeur créole mauricien là, même si je appelle les autres Miss Créole mais je pas senti les autres créole. Ça c'est un paradoxe, encore un paradoxe mauricien, mais il est extrêmement intéressant qui nous gagne l'occasion tant par un professeur créole mauricien, par une propre réflexion et questionnement autour de ce qui nous appelle l'identité créole. Au moins nous pouvons comprendre un peu le paradoxe là. Si Daniela exprime son désir ici de provoquer des échanges sur ce sujet avec les enseignants du créole mauricien, c'est parce qu'elle souhaite que nous dépassions ces problématiques identitaires. La langue charrie en elle des siècles d'histoire et d'humanité. Elle nous constitue, elle nous donne corps et vie. La langue est ce qui nous différencie des animaux. Elle nous permet de raisonner, de nous représenter le monde et donc de le regarder avec distance. Elle nous permet d'inventer, d'imaginer. Zistoriev, Zako et Dimiel la reine. Un jour dans un pays, tiena en la reine qui t'y bien riche. Mais laisse-moi dire zot une petite affaire avant nous continuer. Zo dit, quand nous dire un dimoun li en rissort. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'eau éclosant. Mais dans ce pays-là, il n'est pas comme ça. Pour venir riche, ou Tibiza il y a beaucoup de miel. Abe, pas besoin de dire aux autres, mousse de miel qui tient la plus grande la richesse dans ce pays-là. Royaume là, entier tipouzout. Depuis les nord jusqu'à l'est, depuis l'est jusqu'à l'ouest, depuis là-haut jusqu'à en bas, depuis en bas jusqu'à en travers, zot même petit grand maître. Zotiena sato, plantation, moulin canne, carodité, l'usine la l'ouest, jusqu'à réservoir d'îlot tipouzout. Manque tigit, l'air qui ou respirer, tout vin pouzout. Et pas fini. Ou connaît qui ça n'a qui type dirige tout ça là? En madame, s'il vous plaît, zot la reine. Il reste d'un grand château tout, hein? Soldat, extra ça. Zot pas gardien la reine vous autres.
Zot gardien se dimiel tout. Allô, pas besoin dire où. Enfin, pareil, tout dit monde même. Tous animaux tout le temps à travail bien dire pour zot arriver gain mot se dimiel. La langue a une diversité d'éléments, à commencer par son oralité, le dire, l'écoute, la compréhension, un niveau un peu plus élevé, la question de grammaire, etc. Tout y est. C'est le monde, c'est l'individu en entier, c'est l'intégralité de la personne humaine qui se construit à travers la langue. Alain Mounian est membre fondateur de l'ONG ABIN, qui travaille notamment avec les enfants vulnérables. Sa parole me touche parce que je la trouve très juste. C'est l'intégralité de la personne humaine qui se construit à travers la langue. C'est dire l'importance de la langue dans la construction de l'individu, en particulier dans l'enfance. Au sujet de la langue créole, nous pouvons lire ceci sur le site internet d'ABIN. ABIN est connu pour son engagement en faveur de la langue créole. La décision d'inscrire cette question parmi nos premières priorités relève du droit universel à l'expression. Il s'agit aussi du respect de l'identité, né du plus profond de notre histoire. ABIN est convaincu que le droit de s'exprimer dans sa langue maternelle rend les apprentissages plus efficaces, que c'est un outil pédagogique culturel. Au niveau du développement émotionnel, la langue maternelle instaure une stabilité qui permet à chacun et chacune de rester authentique avec ce qu'il ou elle est et avec son environnement. J'avais envie que l'on entende la parole d'Alain, parce qu'il me semble que la manière dont est envisagé aujourd'hui l'enseignement du créole dans les écoles ne va pas encore de pair avec cette question de droit, et le travail d'ABIN pour mettre cette langue au cœur des apprentissages est fondamental. Le thème central autour de la langue relève de l'expression. Alors, il faut dire que pour une organisation qui a une histoire avec la perspective de droit, c'est quelque chose de naturel, ça devient naturel parce qu'on est né dans le respect des droits. Et le respect des droits des enfants, pour nous, c'est crucial, c'est quelque chose de central dans notre action. Et comment faire pour que l'enfant puisse jouir de ses droits? Ces droits ne se résument pas à avoir à manger, un toit ou aller à l'école. Ce droit, pour qu'il soit pleinement réalisé et réalisable, doit essentiellement s'articuler autour de l'expression. Et cette expression, malheureusement à Maurice, elle a été et est toujours dans une grande mesure brimée par la politique de langue que nous avons ici. La langue, nous avons une histoire pénible de la langue à Maurice, à commencer par le génocide linguistique. Il ne nous reste aucune langue d'origine africaine ou malgache à Maurice. C'est dramatique, mais le bon côté dans tout cela, c'est que la nature humaine nous a permis d'inventer une nouvelle langue. Inventer une nouvelle langue. Une nouvelle langue née du mélange, de l'interaction entre toutes les langues ancestrales et qui porte en elle notre histoire, une histoire commune, une langue de la résistance, mais aussi une langue pont. Une langue pourtant restée reléguée au bas de l'échelle dans la hiérarchie des langues à Maurice, en dépit de l'importance qu'elle a dans les apprentissages pour les enfants mauriciens. Cette hiérarchie entre les langues, ce contexte de diglossie, brime non seulement l'expression, mais a également un impact dans l'accès des Mauriciens à leurs droits de citoyens. Cette hiérarchie est une fois de plus un héritage colonial, que nous prolongeons à travers une politique de langue qui continue de privilégier les langues considérées hautes au détriment de la langue maternelle de la très grande majorité des Mauriciens, et qui participe donc à perpétuer les inégalités. Il m'a semblé nécessaire de terminer par cette question des droits, parce que si nous abordons la question de l'ethnicisation et de la hiérarchisation des langues, c'est bien parce que cette situation crée un déséquilibre qui nuit à la cohésion sociale et à l'avancée vers une société plus juste et plus égalitaire. Cette émission a été produite par l'Époque Studio avec le soutien financier de l'ambassade de France. Elle est présentée et réalisée par Christelle Mervin de Spéville
avec la participation de l'anthropologue Daniela Bastien. Montage et mixage, Prodcom. Productrice exécutive, Shakti Kalikan. Communication, Alia Chojou. Le générique de l'émission a été réalisé par le groupe Patiatan. Merci à Arnaud Carpouran, Daniela Bastien, Alain Mounian, Dorian Letourdi et Chloé Edouard pour leurs témoignages et éclairages. Vous avez entendu les morceaux suivants. Langage créole de Daniela Bastien, une version accompagnée à la ravane d'un texte que vous pouvez retrouver dans son album Ici là-bas. Allez Jojo, plus d'Alpita Mangela du groupe Abin. Un extrait de Yev, Zako et Dimiel Laren, tiré du livre CD d'Abin, 10 ans os aux 8 frères. Un ensemble de contes mauriciens racontés par Alain Mounian. Cette émission a été nourrie par d'autres voix que vous n'avez pas entendues, mais qui ont toutes apporté un éclairage pertinent sur le sujet des langues. Un immense merci à Ariana Zifra et Michel Ducasse pour le temps qu'ils m'ont accordé à l'occasion d'un entretien. Merci à Kim Iptong, Annie Kina, Elisa Piat et Jawad Issoup pour leurs témoignages envoyés par les réseaux sociaux. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Canne à sucre et préjugés.